C'est parti. Donc, tout d'abord, qu'est-ce qu'un ECG normal? La première chose à savoir, c'est savoir calculer. Donc, il faut savoir qu'un petit carreau, c'est 40 millisecondes et qu'un grand carreau, c'est 200 millisecondes puisque ça correspond à 5 petits carreaux. C'est vraiment important d'avoir cette base-là parce que ça va vous permettre de calculer les différents espaces, intervalles, segments qui vous permettront ensuite de poser des diagnostics sur certaines pathologies, notamment avec l'espace PR, le segment QT, le complexe QRS. Donc ça, on va revoir par la suite. Un ECG normal, il s'établit classiquement par une séquence qui s'appelle la séquence PQRST. Cette séquence PQRST, elle est simple. C'est tout d'abord une onde P positive qui correspond à la contraction des oreillettes, à la dépolarisation atriale. Puis vient le complexe QRS avec une première onde de déflexion négative qui est l'onde Q, une grande onde R positive, une deuxième déflexion négative qui correspond à l'onde S. Ce complexe QRS correspond à la contraction des ventricules, à la dépolarisation ventriculaire. Enfin, vous avez la repolarisation qui comprend le segment ST et l'onde T, tout simplement, qui correspond à la repolarisation des ventricules. Je fais un petit rappel sur les voies de conduction normales. C'est important de les connaître, les petits rappels anatomiques, parce que ça vous permettra ensuite de comprendre les troubles de conduction. Donc, la conduction normale démarre au niveau du nœud sinusal qui est situé dans la partie haute de l'oreillette droite. Ça va venir dépolariser les oreillettes, venir jusqu'au nœud atrioventriculaire qui fait en fait la jonction, la communication entre les oreillettes et les ventricules. Du nœud atrioventriculaire va naître le faisceau de His pour la dépolarisation des ventricules et le réseau de Purkinje. Donc, ça fait toujours cette séquence-là, nœud sinusal, dépolarisation des oreillettes, nœud atrioventriculaire, faisceau de His et réseau de Purkinje, dépolarisation ventriculaire cette fois. OK? Sur la diapo, His, c'est marqué avec un Y, il me semble que c'est avec un I normalement, mais bon, on fera le petit changement pour la suite. Les valeurs normales à connaître, donc la fréquence cardiaque, je pense que tout le monde est au point. Bradycardie en dessous de 60 battements par minute, tachycardie au-dessus de 100 battements par minute. L'axe électrique, donc l'axe normal du cœur, c'est entre moins 30 et 90 degrés. On verra après comment le déterminer. L'espace PR qui est normalement entre 120 et 200 millisecondes. En dessous de 120 millisecondes, on parle de PR un petit peu court. Et au-delà de 200 millisecondes, on est souvent dans le cadre du BAV1. Ça, pareil, on le reverra tout à l'heure. Ensuite, vous avez le complexe QRS qui est normalement entre 80 et 120 millisecondes. Au-delà de 120 millisecondes, vous rentrez dans le bloc de branche. On y reviendra également tout à l'heure. Et enfin, vous avez le segment QT qui est normal en dessous de 440 millisecondes. D'accord? Donc ça, c'est des valeurs qui sont importantes à connaître. Il y a quelqu'un qui a posé la question de savoir comment on pouvait calculer facilement le QT corrigé. Donc, vous savez que le QT, il y a un QT qui est mesuré, qui se fait directement sur le tracé ECG, et il y a un QT corrigé. Le QT corrigé, c'est celui qu'on corrige avec la fréquence cardiaque. Il n'y a pas de méthode très simple pour savoir calculer le QT. Il faut savoir que le QT corrigé, c'est le QT mesuré divisé par la racine carrée du RR. Alors là, j'en ai perdu quelques-uns, je vais vous expliquer, vous verrez, c'est pas très compliqué. Globalement, le QT mesuré est égal au QT corrigé lorsque vous avez une fréquence à 60 battements par minute. Si jamais vous êtes un petit peu au-delà de 60 battements par minute, alors le QT corrigé sera un petit peu au-dessus du QT mesuré. Vous ajoutez 20, 30, 40 millisecondes en fonction de la fréquence cardiaque. C'est beaucoup plus simple que de faire la racine carrée du RR. Et à mon sens, on ne vous posera pas la question de calculer un QT corrigé avec la racine carrée du RR. On vous donnera plutôt le QT et on vous demandera si jamais il est allongé ou pas. Et évidemment, à contrario, si vous avez une bradycardie, donc en dessous de 60 battements par minute, dans ces cas-là, le QT corrigé est un petit peu en dessous du QT mesuré. Vous enlevez quelques millisecondes. Ça vous donnera déjà un ordre d'idée pour calculer facilement votre QT corrigé. La première chose à savoir sur le CG, la base vraiment, c'est de savoir reconnaître un rythme sinusal. Donc un rythme sinusal, c'est quoi? C'est une onde P avant chaque QRS et un QRS après chaque onde P. Et enfin, une onde P positive en D2 et a fortiori dans toutes les dérivations inférieures.
D'accord? Donc D2, D3 et AVF. Si vous avez ces critères-là, vous êtes face à un rythme sinusal. Si vous êtes à un rythme sinusal, vous pouvez d'emblée exclure toutes les pathologies des troubles du rythme supraventriculaires, la fibrillation atriale, le flotteur. C'est pas possible de combiner un rythme sinusal avec une arythmie. C'est soit l'un, soit l'autre. On passe à la méthode Frachy. Donc, la Frachy, c'est tout simplement un acronyme, un sigle pour dire fréquence, rythme, axe, conduction, hypertrophie et ischémie. Donc, on va décortiquer un peu ensemble toutes ces lettres et essayer de comprendre comment on peut déterminer ces différentes lettres, comment on peut essayer de comprendre ce qui se passe derrière tout ça. Donc, la première chose, c'est la fréquence, donc le F. Pour calculer la fréquence, vous n'aurez pas toujours le petit carré en haut à gauche de l'ECG avec indiqué 77 battements par minute. Ça, c'est sur une autre planète. En général, les correcteurs, ils vont vous demander de savoir calculer la fréquence cardiaque. Vous n'aurez pas d'emblée la réponse. Donc, pour calculer la fréquence cardiaque, vous prenez 300 divisé par le nombre de carreaux séparant un cycle RR. RR, c'est quoi? Vous vous souvenez, on a présenté tout à l'heure la séquence PQRST. L'onde R, c'est la grande onde positive. C'est classiquement celle qu'on voit le mieux sur l'ECG, donc c'est celle qu'on utilise en pratique pour calculer le nombre de carreaux. Vous pouvez utiliser de P à P ou de l'onde T à l'onde T, c'est pareil. Voilà, le tout, c'est de bien voir le nombre de carreaux qui sépare un battement à chaque fois. Donc là, sur l'exemple, vous avez 5 carreaux sur un cycle. Donc, ça fait 300 divisé par 5. Vous avez une fréquence cardiaque à 60 battements par minute, tout simplement. On passe au rythme. Donc, on a déjà vu tout à l'heure comment était déterminé le rythme sinusal. Si jamais vous n'êtes pas face à un rythme sinusal, alors vous êtes en droit de vous poser la question si il n'y a pas une fibrillation atriale, un flotteur. Et donc, ça, on le reverra tout à l'heure quand on abordera les troubles du rythme. On passe à l'axe. On a eu beaucoup de feedback à propos de l'axe. Donc, c'est important que vous maîtrisiez, que vous essayiez de comprendre comment on détermine l'axe. Principalement, il faut regarder deux dérivations. Il faut regarder D1 et il faut regarder AVF. Donc, si vous regardez sur le triaxe de Bailey que j'ai mis en bas à droite de la diaporama, vous avez D1 ici qui est cette ligne horizontale à droite. Et vous avez AVF, qui est la ligne verticale qui va vers le bas ici. Ce sont les deux dérivations. C'est un peu embêtant d'apprendre le triaxe de Bailey par cœur. Néanmoins, c'est super utile après pour comprendre plein de choses. Donc, si jamais vous êtes positif en D1, ici, et positif en AVF, ici, ça veut dire que vous vous situez dans ce cadran-là, globalement. Vous êtes ici, quelque part. Donc, vous êtes face à un axe normal, parce que vous avez un QRS positif ici, un QRS positif, donc axe normal. Je vous rappelle que quand on va vers la dérivation, quand l'onde va vers la dérivation, l'onde est positive. Quand ça fuit la dérivation, l'onde est négative. Donc, si là, vous êtes positif en AVF et en D1, vous avez un QRS positif, vous êtes un axe normal. Si maintenant, vous êtes positif en AVF, mais négatif en D1, vous êtes en train de fuir D1, donc vous êtes négatif, le QRS il est négatif en D1 et positif en AVF, vous avez un axe droit. Vous êtes ici dans la partie basse de la diapo à gauche. Vous avez un axe droit. Maintenant, si jamais vous êtes positif en D1 et négatif en AVF, vous fuyez AVF, donc vous allez plutôt vers le haut et vous allez vers D1, vous avez un axe gauche, tout simplement. Attention, petite exception, si AVF est négatif mais que vous êtes toujours positif en D2, alors l'axe est normal, vous êtes globalement entre 0 et moins 30. Vous voyez que vous fuyez AVF, donc vous risquez d'être négatif en AVF, mais vous restez positif en D2, donc vous êtes de ce côté-là. Donc vous restez sur un axe normal qui est bien compris entre moins 30 ici et plus 90. Donc voilà, surtout vous regardez D1 AVF et vous vous aidez un petit peu de D2 et normalement, ça devrait rentrer dans l'ordre. La prochaine étape, c'est le C, c'est la conduction. C'est le problème sur les voies électriques. Je vous les ai présentés tout à l'heure. C'est par exemple l'élargissement des QRS. Donc, si jamais les QRS, on l'a dit tout à l'heure, c'est la contraction des ventricules. Si jamais les QRS s'élargissent, c'est la contraction prend un petit peu plus de temps. Et donc, on parle de QRS élargi à partir de 120 millisecondes. Ensuite, vous avez l'espace PR qui correspond à la conduction entre le nœud sinusal et le nœud atrioventriculaire. Si jamais c'est supérieur à 200 millisecondes, on peut parler d'espace PR élargi et de BAV1.
Ensuite, dans les troubles de conduction, vous retrouvez les ondes P bloquées. C'est tout simplement les ondes P qui ne sont pas suivies d'un QRS. C'est-à-dire que les oreillettes se sont contractées, vous avez eu une onde P, mais cette onde P, elle n'a pas entraîné de QRS, donc le nœud atrioventriculaire, il n'a pas fait le travail de communication, de douanier, de messager, il n'a pas envoyé l'onde P vers les ventricules et normalement, il aurait dû suivre un QRS. Et là, il s'est mis en congé, au chômage. Le nœud atrioventriculaire, il a décidé de ne pas faire son travail et donc vous avez une onde P bloquée qui n'est pas suivie d'un QRS. Vous avez ensuite la dissociation atrioventriculaire. Donc ça, je sais que pour certains, c'est un peu plus compliqué. C'est un grand mot, mais finalement, c'est facile. La dissociation atrioventriculaire veut tout simplement dire que l'activité atriale et l'activité ventriculaire est dissociée. Elles sont dissociées. C'est-à-dire que les atriums, les oreillettes battent de leur côté, donc vous avez plein d'ondes P, et les ventricules battent de leur côté également, et vous avez des QRS de leur côté également. Mais ce ne sont pas les ondes P qui entraînent les QRS, c'est dissocié. Ce n'est pas l'onde P qui donne l'ordre de donner le QRS par la suite. Enfin, vous avez l'absence d'onde P, ça s'appelle la dysfonction sinusale, puisque je vous rappelle que la contraction des oreillettes, c'est suite à l'ordre du nœud sinusal de démarrer l'influx électrique. Si ce nœud sinusal ne fonctionne pas, on a une dysfonction sinusale, ça porte bien son nom, et donc vous n'avez pas d'onde P. Ensuite, le H, donc l'hypertrophie. Globalement, vous avez deux indices à retenir, l'indice de Sokolov et l'indice de Cornell. L'indice de Cornell est un petit peu plus sensible. Vous avez simplement à mesurer l'onde R en AVL et l'onde S en V3. Si c'est supérieur à 20 mm, la somme des deux, chez la femme, ou supérieur à 28 mm chez l'homme, dans ces cas-là, vous êtes face à une hypertrophie ventriculaire gauche. Donc tout simplement, voilà ce que vous devez retenir. Je vais aller un petit peu plus doucement, on m'a transmis qu'il fallait aller plus doucement. Donc, je vais aller un petit peu plus doucement. Enfin, vous avez le I, donc qui correspond à l'ischémie. D'accord ? Vous aurez le diapo par la suite, il y aura un replay. Donc, si jamais j'étais un petit peu trop vite au départ, vous inquiétez pas, vous allez pouvoir reprendre les points à la maison. Mais je vais ralentir un petit peu la cadence. Donc, Frachy, donc le I de ischémie. Donc, l'ischémie, ça correspond aux anomalies du segment ST, donc les sus et les sous-décalages du segment ST. Vous avez également dans l'ischémie les ondes T négatives. Donc ça, c'est en fait des ondes T tout simplement qui inversent leur polarité. Et enfin, vous avez les ondes Q de nécrose. Donc les ondes Q de nécrose, l'onde Q, vous vous rappelez, c'est l'onde négative, la première déflexion négative du QRS. Et on parle d'ondes Q de nécrose significative quand celles-ci font plus d'un tiers du QRS. Donc quand l'onde Q, elle est très prononcée, vous êtes face à une onde Q qu'on dit de nécrose. Pourquoi de nécrose ? Parce que globalement, ça signe pas quelque chose de récent, mais plutôt d'ancien ou du moins semi-récent, puisque je vous rappelle que les ondes Q s'installent à partir d'au moins 6 heures au début d'une ischémie, enfin à partir de l'ischémie. Donc voilà, ça prend un petit peu plus de temps. On va passer aux principaux troubles du rythme, d'accord ? Et le principal trouble du rythme supraventriculaire à connaître, c'est la fibrillation atriale. Ça, c'est vraiment le CG très classique qui tombe très régulièrement, qu'il faut savoir maîtriser. Il faut essayer de ne pas se tromper sur la fibrillation atriale. Donc, la fibrillation atriale, c'est l'absence d'onde P visible, première chose. Donc, vous n'avez pas de rythme sinusal. La commande ne vient pas du nœud sinusal. Vous n'avez pas d'onde P. Vous avez également des QRS qui sont le plus souvent irréguliers, c'est-à-dire que l'espace RR varie. Donc, tantôt, vous avez 2 carreaux, 3 carreaux, puis 2 carreaux à nouveau, puis 4 carreaux. La fréquence cardiaque est complètement irrégulière. Et à la place d'avoir des ondes P que vous n'avez pas, vous avez ce qu'on appelle des petites mailles ou trémulation de la ligne de base. Ça correspond tout simplement, je vous l'ai mis sur l'exemple en bas de la diaporama, à ces sortes de petites vaguelettes, en fait, en bas, vous voyez, qui ressemblent en fait à des trémulations, ça porte bien son nom, et donc ça ne fait pas du tout un retour à la ligne isoélectrique, ça fait des petites vagues. Ça s'appelle des petites mailles et c'est très caractéristique de la fibrillation atriale. Et il faut essayer de ne pas confondre ces petites vagues avec parfois des ondes P, d'accord ? Deux cas particuliers à connaître, deux exceptions.
Tout d'abord, c'est la FA à grosse maille. La FA à grosse maille ou à belle maille ou à grande maille, c'est pareil, qu'il ne faut pas confondre avec le flotteur. La fibrillation atriale à grosse maille, c'est à la place d'avoir des petites mailles, des petites trémulations, vous avez des plus grandes ondes, des plus grandes vaguelettes, qui parfois peuvent être confondues avec des ondes F de flotteur. On verra comment faire la différence tout à l'heure parce que quelqu'un a posé la question. Mais donc, ça existe d'avoir aussi des fois de la FA, et pas avec des petites trémulations, mais des plus grandes ondes, et ça s'appelle tout simplement de la FA à grosse maille ou à belle maille. Ensuite, vous avez un deuxième cas particulier à connaître, c'est la FA régulière. Alors, vous venez de me dire, mais attendez, elle vient de me dire que la FA, c'était irrégulier. Alors, pourquoi là, c'est régulier? Eh bien, dans le cadre des BAV complets, donc, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il y a cette dissociation atrioventriculaire. C'est-à-dire que les oreillettes, donc la fibrillation atriale, elle sera de son côté, et les QRS, ils vont être de leur côté aussi. Et donc, les QRS vont être réguliers, parce qu'il y a un rythme d'échappement régulier. Et donc, vous avez des QRS réguliers qui donnent une fréquence cardiaque régulière et pourtant, le patient est en fibrillation atriale. Donc, pareil, on verra comment le distinguer tout à l'heure, mais ça existe. Il faut connaître ces deux exceptions. C'est un petit peu embêtant. C'est pas toujours très classique. Classique, c'est ce qu'on a expliqué au départ, mais voilà. Vous savez bien que en médecine, il n'y a jamais une seule règle, sinon c'est trop simple. Il faut compliquer un petit peu les choses. Ensuite, on passe au flotteur. Donc, le flotteur, c'est le meilleur ami de la fibrillation atriale. C'est son voisin. C'est la deuxième arythmie supraventriculaire très, très fréquente. Le flotteur se caractérise par une activité atriale monomorphe rapide, avec le plus souvent une activité qui est à 300 battements par minute. Je vais vous expliquer comment on voit que cette cadence est très, très rapide. Et vous n'avez pas de retour à la ligne isoélectrique. C'est-à-dire que les ondes de flotteur, elles ne reviennent jamais à l'horizontale, la parfaite horizontale. D'accord? Et ces ondes de flotteur, elles sont très caractéristiques. Elles s'appellent des toits d'usine ou des dents de scie. Donc là, je vous ai mis un exemple en bas de la diapo. Vous voyez, les ondes de flotteur, c'est ces petits toits d'usine, c'est ces petites ondes F en dents de scie que vous voyez en bas. Et donc, pour reconnaître facilement le flotteur de la fibrillation atriale à grosse maille, donc ça c'est une des questions qui a été posée sur Instagram, il faut absolument regarder la conduction atriale. Il faut regarder l'activité atriale et pas regarder les QRS. Sinon, vous allez être embêté. Parce que parfois, le QRS dans le flotteur, il est pas régulier. Comme là, sur l'exemple que vous voyez en bas, vous voyez que parfois, il y a 2 carreaux, parfois, il y a 4 carreaux, parfois, il y a 2 carreaux, parfois, il y a 4 carreaux, 5 carreaux. Et donc, vous me dites, l'activité du flotteur, en fait, elle n'est pas régulière. Si. L'activité du flotteur est très régulière. C'est l'activité atriale qu'il faut regarder. Il faut bien regarder les dents de scie. Il ne faut pas regarder les QRS. Quand on parle d'activité atriale régulière, on parle bien des dents de scie et non pas des QRS. D'accord? Et c'est comme ça que vous faites la différence avec la fibrillation atriale. Le flotteur, il a 2 types de conduction. La conduction classique, c'est-à-dire que vous allez avoir 2 dents de scie, un QRS, 2 dents de scie, un QRS, 2 dents de scie, un QRS, et ainsi de suite. Donc ça, c'est très facile parce que l'activité atriale est régulière, mais l'activité ventriculaire avec les QRS, elle est aussi régulière. Mais vous avez aussi le flotteur à conduction variable. Alors là, c'est un peu plus compliqué. Je me permets d'aborder ce point qu'on ne devait pas aborder normalement parce qu'on voulait vraiment reprendre les bases. Je l'aborde parce que quelqu'un a posé la question. Vous inquiétez pas si vous ne le savez pas pour l'instant, c'est pas grave. Voilà, c'est compliqué, donc vous prenez le temps qu'il faut pour apprendre cette petite exception. Enfin, c'est pas vraiment une exception, mais cette chose supplémentaire. Ça s'appelle la conduction variable. C'est quand le flotteur, par exemple, vous allez avoir 3 dents de scie, un QRS, 2 dents de scie, 1 QRS, 4 dents de scie, 1 QRS, 3 dents de scie, 1 QRS, 4 dents de scie, 1 QRS. En fait, vous n'avez pas le même nombre d'ondes F, de dents de scie, entre chaque QRS. L'activité atriale reste régulière, mais les QRS sont irréguliers. On parle de conduction variable. Parce que le QRS qui passe ne passe pas tous les 2 dents de scie, tous les 3 dents de scie, c'est pas régulier. Parfois, il laisse passer 2 ondes F et vous avez un QRS, puis 3 ondes F, puis un QRS. Ça s'appelle la conduction variable.
Néanmoins, je rappelle et j'insiste sur ce point, c'est important pour ne pas le confondre avec l'AFA. Il faut bien regarder l'activité atriale pour parler de régularité, d'activité atriale régulière. On reviendra tout à l'heure à la fin du diaporama si jamais ce n'était pas suffisamment clair. Donc voilà les grandes différences. Ça, c'est un petit peu la diapo à prendre en capture d'écran si vous voulez faire la différence entre la fibrillation atriale et le flotteur. Donc l'AFA, globalement, c'est très irrégulier alors que le flotteur, c'est très régulier, l'activité atriale. L'AFA, la fréquence est très, très variable alors que là, le flotteur, c'est 300 battements par minute. Je vous remets l'exemple en bas. Vous voyez que si vous regardez les ondes F, elles sont bien séparées que d'un seul carreau. Les ondes F, pas les QRS. Les ondes F sont séparées que d'un seul carreau, donc ça fait 300 divisé par 1, ça fait donc du 300 battements par minute. Il n'y a qu'un carreau entre chaque onde F, c'est très rapide, c'est très caractéristique du flotteur. Ensuite, l'AFA, c'est plutôt des petites mailles avec une trémulation de la ligne de base, alors que le flotteur, c'est plutôt des toits d'usine, des dents de scie. D'accord ? On va passer à la tachycardie ventriculaire. Donc, ça, c'est la phrase par excellence que vous devez tous savoir. Toute tachycardie régulière à QRS large est une tachycardie ventriculaire jusqu'à preuve du contraire. Vous devez vraiment la prendre par cœur, cette phrase. Vraiment, quand vous avez un ECG où vous avez une tachycardie qui est régulière avec des QRS qui sont élargis, eh bien, vous êtes face à de la TV, très, très probablement. D'accord ? Donc, vous devez vraiment retenir ça. Tachycardie régulière à QRS large, c'est de la TV. Des petits indices quand même pour essayer de comprendre et de donner des arguments supplémentaires pour être sûr que vous êtes bien face à une TV. C'est la première chose, c'est la dissociation ventriculo-atriale. Vous allez avoir plus de QRS que d'ondes P et bien souvent, vous ne verrez même pas l'activité atriale, donc vous ne verrez même pas les ondes P parce que ce ne sont pas les ondes P qui entraînent les QRS. La tachycardie naît bien du ventricule et décharge à telle fréquence, 180, 200 battements. Vous avez ensuite les complexes de capture et de fusion. Ça peut vous paraître très compliqué, les complexes de capture et de fusion, mais en fait, finalement, une fois qu'on a bien compris ce que c'était, vous pouvez les repérer assez facilement. Et ça, c'est très important parce que c'est quasi pathognomonique, c'est pathognomonique de la tachycardie ventriculaire. Donc, c'est très important d'essayer de comprendre, et ça fait partie de votre collège, donc j'insiste dessus, sur ce qu'est des complexes de capture et des complexes de fusion. Donc, un complexe de capture, c'est en fait dans votre tachycardie ventriculaire, donc dans vos QRS larges, à un moment, vous avez un QRS qui ne ressemble pas du tout aux autres QRS larges de la tachycardie parce que vous avez réussi à capturer le QRS de base du patient. Tout simplement, si jamais vous avez un ECG de référence, ça c'est vraiment l'idéal, vous avez le QRS de base du patient et vous verrez que quand vous avez un complexe de capture, vous avez réussi à capturer le complexe QRS du patient. Vous avez un QRS totalement différent qui est fin quand le patient n'a pas de bloc de branche au préalable et qui en fait correspond au QRS classique, celui qu'on retrouve sur l'ECG de base. Vous avez ensuite les complexes de fusion. Les complexes de fusion, c'est tout simplement la fusion, le mélange entre le QRS du patient lorsqu'il est en tachycardie ventriculaire avec son QRS de base. Donc, ce QRS-là, ce complexe de fusion, il ne ressemble ni au QRS quand le patient est en TV, ni au QRS du patient sur son ECG de base. C'est le mélange des deux, tout simplement. Donc, ces complexes de capture et de fusion sont très caractéristiques de la TV et c'est super sympa quand on les a. Ça nous donne un argument vraiment supplémentaire. Ensuite, vous avez la concordance positive ou négative. Donc ça, pareil, ça peut vous paraître très compliqué et finalement, vous verrez, c'est simple. C'est tout simplement le fait d'avoir un QRS totalement positif dans toutes les dérivations précordiales, donc de V1 à V6, ou un QRS négatif dans toutes les dérivations précordiales de V1 à V6. Donc, soit vous avez un QRS positif de V1 à V6, vous avez une concordance positive. Soit vous avez un QRS qui est négatif dans toutes les dérivations de V1 à V6, vous avez une concordance négative, tout simplement. Enfin, dernier trouble du rythme qu'on voulait aborder ensemble, c'est la fibrillation ventriculaire. Alors, ça, il faut savoir la distinguer de la tachycardie ventriculaire, tout simplement parce que c'est pas du tout régulier. On a dit la tachycardie ventriculaire, c'est une activité monomorphe, des beaux QRS bien réguliers, c'est joli. La fibrillation, par définition, le ventricule fibrille. Donc, je vous laisse imaginer en fait un QRS qui est en train de battre de manière totalement anarchique.
Cela crée une tachycardie irrégulière à QRS large, polymorphe. Polymorphe, ça veut tout simplement dire que les QRS n'ont pas du tout la même tête. Le QRS d'avant n'a pas la même tête que le QRS d'après, alors que dans la tachycardie ventriculaire, les QRS sont monomorphes, ils se ressemblent tous. Dans la fibrillation, ils sont polymorphes. Vous voyez bien sur l'exemple en bas, c'est une activité qui est anarchique, désorganisée. Vous avez des QRS qui ne se ressemblent pas les uns les autres et c'est complètement irrégulier. Ça, c'est de la fibrillation ventriculaire. On passe aux principaux troubles de conduction, si vous voulez bien. On attaque. Donc, les principaux troubles de la conduction, on commence tout de suite avec le premier trouble conductif qui est le BAV1. Donc, le BAV1, c'est le plus simple des troubles de conduction. C'est tout simplement un allongement de l'espace PR supérieur à 200 millisecondes. Donc, lorsque vous avez votre petite règle de calcul, donc vous savez qu'un carreau, ça fait 40 millisecondes et qu'un grand carreau, ça fait 200 millisecondes, eh bien, vous pouvez calculer l'espace PR, donc entre l'onde P et l'onde R, d'accord? Et si jamais cet espace fait plus de 200 millisecondes, eh bien, vous êtes face à un BAV1, tout simplement. Ensuite, on aborde le BAV2 Mobitz 1. Donc, le BAV2 Mobitz 1, c'est un allongement progressif de l'espace PR jusqu'à l'observation d'une seule onde P bloquée, suivie d'une onde P conduite avec un intervalle PR plus court. Alors, pour récapituler, vous avez par exemple un espace PR à 200 millisecondes, puis le suivant à 300 millisecondes, celui d'après à 400 millisecondes, puis après une onde P qui n'est pas suivie d'un QRS. On parle d'onde P bloquée. Et ça survient après un allongement progressif de l'espace PR. Le PR, il fait 200 millisecondes, puis 300, puis 400, hop, et ça bloque. Ça, c'est typique, c'est le BAV2 Mobitz 1. Donc, l'onde P bloquée après l'allongement de l'espace PR. Vous avez ensuite le BAV2 Mobitz 2. Donc ça, c'est son copain. Mais cette fois, pas d'allongement de l'espace PR, pas de raccourcissement de l'espace PR. L'espace PR, il est constant, il est régulier. Il ne change pas. Si jamais il a 200 millisecondes, il fait toujours 200 millisecondes. D'accord? Mais vous allez avoir, de manière inopinée, d'un coup d'un seul, une onde P bloquée, comme dans l'exemple en dessous. Donc, mon petit moyen mémotechnique, que après vous le retenez si vous voulez ou pas, c'est de se dire que le BAV2 Mobitz 1, ça ressemble à un I, en fait, quand vous l'écrivez, ça fait un bâton, comme I, comme irrégulier, donc un espace PR irrégulier. Alors que le BAV2 Mobitz 2, vous avez un espace PR qui est constant, qui est régulier, d'accord? Donc, vraiment bien faire la différence entre les deux. Ensuite, le BAV 2 pour 1, je vais insister un petit peu dessus parce que sur les dernières années, aux ECN, EDN, c'est tombé plusieurs fois. Donc, on va parler du BAV 2 pour 1. Vous verrez, c'est pas très compliqué. Le BAV 2 pour 1, c'est 2 ondes P pour un seul QRS. Alors, regardez bien le CG que vous voyez en bas de la diaporama. Vous avez une onde P, ici, que je désigne avec ma flèche, un QRS, là c'est l'onde T, d'accord, on ne confond pas, puis l'onde P ici qui n'est pas conduite, vous n'avez pas de QRS derrière cette onde P. Puis de nouveau une onde P, un QRS, une onde P bloquée, une onde P, un QRS, une onde P bloquée, une onde P, un QRS, une onde P, et là, bon, en principe, c'est bloqué. Tout simplement, vous avez une onde P bloquée sur 2. Ça, c'est du BAV 2 pour 1. Je vais faire un petit aparté. Encore une fois, on n'avait pas forcément prévu de le faire, mais il y a des personnes qui sont très fortes en ECG et qui posent des questions sur Instagram, donc on va y répondre. Il y a quelqu'un qui a demandé comment on pouvait faire la différence entre un BAV 2 pour 1 et un BAV 2 Mobitz 2. Eh bien, la réponse, elle va te décevoir, c'est que c'est pas facile, voire même impossible, parce que le BAV 2 pour 1, il est inclassable. On ne peut pas savoir si jamais c'est du BAV 2 Mobitz 2 ou du BAV 2 Mobitz 1. Le BAV2 Mobitz 1, donc on l'a dit tout à l'heure, ça survient après un allongement de l'espace PR, mais parfois dans le BAV2 pour 1, tu peux avoir un allongement de l'espace PR, mais celui-ci n'est pas visible. Voilà, comme tu as une onde P sur 2 conduites, eh ben, tu peux pas voir si l'espace PR il s'allonge, donc tu peux pas savoir si c'est du BAV2 Mobitz 1 ou du BAV2 Mobitz 2. On dit que le BAV2 pour 1, il est inclassable. On ne le classe pas en Mobitz 1 ou en Mobitz 2. On se donne, on s'aide surtout de la largeur des QRS pour savoir si c'est infranodal.
donc en dessous du nœud atrioventriculaire, où tu auras tendance à avoir des QRS larges, ou plutôt intranodal, au niveau du nœud atrioventriculaire. Dans ces cas-là, tu auras plutôt tendance à avoir des QRS fins. On cède également des symptômes du patient. Quelqu'un qui fait beaucoup de syncope, c'est plutôt en faveur d'un BAV2, MOBITS 2, donc de haut degré, donc infranodal, d'accord? Et on cède après de l'exploration électrophysiologique. Donc ça, c'est un peu du hors programme, donc je ne vais pas l'aborder. Globalement, tout ce que vous devez retenir, c'est que le BAV2 pour 1, il n'est pas classable en MOBITS 1 ou en MOBITS 2. Ensuite, vous avez le BAV3, qu'on appelle aussi le BAV complet. Donc, le BAV3, vous n'avez absolument aucune onde P conduite. Le nœud atrioventriculaire qui est censé faire la communication entre les oreillettes et le ventricule, il ne fonctionne pas du tout. Il est en congé, il est au chômage, il ne veut pas être là, il n'est pas présent. Donc, vous avez vos oreillettes qui fonctionnent de leur côté avec plein d'ondes P. Et vous avez vos ventricules qui fonctionnent également de leur côté avec ce qu'on appelle un rythme d'échappement. Donc, qu'est-ce que c'est un rythme d'échappement? Un rythme d'échappement, c'est tout simplement un rythme de secours. Eh bien oui, forcément, vous ne recevez pas d'ordre de la hiérarchie en quelque sorte. Vous voyez qu'au-dessus, vos ondes P, elles n'arrivent pas pour vous conduire vos QRS. Eh bien, il faut bien qu'il y ait un rythme de secours, puisque les QRS, ça correspond à la contraction des ventricules. Donc, il faut qu'il y ait des QRS. Et donc, on parle de rythme d'échappement, de rythme de secours qui vient prendre le relais pour assurer la contraction des ventricules. Et ce rythme d'échappement, il est plus ou moins haut situé sur les voies de conduction. Vous vous souvenez, tout à l'heure, on a abordé les voies de conduction. Donc, on a le nœud sinusal, le nœud atrioventriculaire, le faisceau de His et le réseau de Purkinje. Quand vous avez un rythme d'échappement haut situé, on parle de rythme jonctionnel, c'est-à-dire au niveau du nœud atrioventriculaire, donc à la jonction entre les oreillettes et les ventricules. Ça, c'est un rythme d'échappement haut situé. On est vraiment au niveau du nœud atrioventriculaire. Donc, vous allez avoir une fréquence cardiaque autour de 45 battements par minute. Mais plus le rythme d'échappement, donc la reprise du rythme secours, est bas situé sur les voies de conduction, et plus la fréquence cardiaque sera basse, d'accord ? Plus vous êtes proche des oreillettes, proche du nœud atrioventriculaire, plus la fréquence cardiaque est haute, et plus le rythme de secours descend sur les voies de conduction, et plus le rythme d'échappement, la fréquence cardiaque sera basse, et plus vous allez avoir des QRS larges, d'accord? Et donc, c'est pour ça qu'il y a parfois des BAV complets très bien tolérés, parce que leur rythme d'échappement est presque au niveau du nœud atrioventriculaire, donc autour de 45 battements par minute, donc les patients le tolèrent plutôt bien. Comme vous pouvez avoir des BAV3, des BAV complets très mal tolérés, parce que le rythme de secours, il est bas situé et vous êtes à 20 battements par minute, par exemple. Donc, très lent. Et donc, en général, c'est pas très bien toléré par les patients. Ça, c'est la petite diapo récapitulative pour le BAV1, le BAV2 et le BAV3. Vous pouvez en faire un screen ou alors la revoir en replay une prochaine fois. Donc, le BAV1, c'est l'allongement de l'espace PR de plus de 200 millisecondes. Le BAV2 MOBITS 1, c'est l'onde P bloquée après l'allongement progressif du PR. Le MOBITS 2, c'est l'onde P bloquée avec un PR constant. Et le BAV3, c'est la dissociation entre les oreillettes et les ventricules avec aucune onde P conduite, aucune onde P n'entraîne de QRS. C'est un rythme d'échappement qui vient porter secours. Enfin, on termine les troubles de conduction avec les blocs de branches. Alors, les blocs de branches, vous savez que le faisceau de His a deux branches, une branche droite et une branche gauche pour chacun des ventricules. D'accord. Et vous pouvez avoir des blocs de conduction, c'est-à-dire que la conduction ne passe pas soit à droite, soit à gauche, et que du coup, ça va passer par une seule des deux branches, et donc forcément retarder la contraction de l'autre ventricule. Vous imaginez que si jamais vous avez un bloc de branche gauche, eh bien, ça va passer par la branche droite, puis remonter à gauche pour dépolariser le ventricule gauche, et donc ça va mettre plus de temps, donc ça élargit le QRS. Je vous rappelle, le QRS, c'est le reflet de la contraction du ventricule. Donc, si le ventricule met plus de temps à se contracter, eh bien, le QRS sur le CG est élargi. Alors, on parle de bloc de branche gauche lorsque le QRS fait plus de 120 millisecondes, donc plus de 3 carreaux, d'accord? Tout à l'heure, on a vu un petit carreau, c'est 40 millisecondes. Donc, quand vous avez plus de 3 carreaux, vous avez un QRS qui est large.
D'accord? Et donc là, vous savez déjà, vous devez suspecter le bloc de branche. Reste à définir si celui-ci est gauche ou droit. Le bloc de branche gauche, eh bien, il va être globalement négatif en V1. Quand vous allez regarder la dérivation V1, vous allez avoir ce qu'on appelle un aspect QS ou RS, c'est-à-dire un QRS qui globalement est négatif, puisque l'onde Q, souvenez-vous, c'est une déflexion négative, c'est la première déflexion négative, et l'onde S, c'est la déflexion négative, c'est la troisième, celle qui normalement vient après l'onde R. Donc quand vous avez un QRS qui globalement est négatif en V1 et qui fait plus de 120 millisecondes, vous êtes face à un bloc de branche gauche. Et globalement, il sera positif en V6, à l'inverse. Le bloc de branche droit, finalement, c'est un petit peu l'inverse. Vous avez toujours votre QRS qui fait plus de 3 carreaux, donc plus de 120 millisecondes, mais cette fois, il est positif en V1, plutôt positif, avec un aspect typique qu'on dit en M. Vous voyez sur le côté du bloc de branche droit, vous avez un aspect en M qu'on appelle RSR', une petite onde R positive, suivie d'une onde S négative, puis d'une grande onde R positive qu'on appelle R'. Cet aspect s'appelle l'aspect RSR'. L'aspect M, c'est typique du bloc de branche droit. En V6, à l'inverse, vous allez avoir plutôt un aspect QR. Donc avec une petite onde négative, l'onde Q, et une grande onde R positive. D'accord? Donc surtout, faites bien attention de faire la différence entre le bloc de branche droit et le bloc de branche gauche, avec globalement ce petit moyen mémotechnique de QRS plutôt négatif en V1 pour le bloc de branche gauche et un QRS plutôt positif en V1 pour le bloc de branche droit. On va passer au quiz. Je vous laisse aller sur wooclap.com, donc w2oclap.com. Donc, je rappelle que toutes les réponses sont anonymes. Il n'y a pas de perdant, d'accord? Donc, on ne s'inquiète pas, tout le monde peut participer. Vous allez sur le logiciel de WooClap, enfin le logiciel, le site en ligne en fait, tout simplement, et vous allez taper la clé d'activation RECKFY. RECKFY. Je vais stopper le partage d'écran le temps d'aller sur WooClap pour que vous n'ayez pas les réponses au quiz. Tac, tac, tac. Donc, le nom du site, c'est WooClap, w2oclap.com. Hop, je vais stopper le partage d'écran. Alors, hop. Donc là, normalement, vous ne voyez plus mon écran. Vous pouvez aller sur WooClap, donc je rappelle, w2oclap.com. Le mot de passe, je vais vous faire un copier-coller, c'est RECKFY. Je vous le mets dans le chat. Donc, le code, c'est RECKFY. RECKFY. Donc là, pour l'instant, vous ne pouvez pas accéder à la session. J'attends que tout le monde puisse se connecter. Donc, je vais attendre quelques minutes parce que là, j'ai pas suffisamment, enfin si, j'ai quand même pas mal de participants, mais je pense que certains ne sont pas encore connectés. Donc, vous pouvez vous connecter sur WooClap. Donc, je rappelle, ça va être des questions, donc certaines sont à réponse ouverte, c'est-à-dire qu'on attend juste le diagnostic. Donc, vous allez voir le CG, vous donnez votre réponse. Quand c'est une réponse ouverte, directement le diagnostic. Et quand c'est un QCM, eh bien, vous avez une ou plusieurs propositions à cocher. On s'est mis un peu en format EDN pour essayer de coller un petit peu à la nouvelle docimologie, à la nouvelle réforme. Donc, je vous laisse encore une petite minute pour vous connecter et rentrer le mot de passe que je vous ai donné dans le chat. Et on démarrera tout de suite avec le premier ECG. Vous avez 1 minute 30, sauf pour le dernier parce qu'il est un petit peu plus compliqué, donc j'ai mis 2 minutes. Donc, vous avez 1 minute 30 par ECG pour les interpréter et me donner le diagnostic ou répondre au QCM. Et on va corriger à chaque fois le CG juste derrière la question.
D'accord? Et après, on essaiera de reprendre un peu les questions dans le chat. J'en vois quelques-unes. Je ne sais pas si je pourrais répondre à tout, mais on va essayer de faire ce qu'on peut. Sinon, on vous répondra avec des posts sur Facebook ou via la boîte mail. Vous en faites pas. On vous écoutera. Alors, on démarre tout de suite avec le WooClap. C'est parti. Je vais vous afficher le premier ECG. Voilà, donc vous avez le premier ECG. On vous demande quel est votre diagnostic. Donc, on attend une réponse ouverte. Vous avez 1 minute 30 pour cliquer sur l'ECG, l'interpréter et nous donner des réponses. Donc là, j'ai pas mal de réponses. Ok. Vous avez encore un petit peu de temps. Je laisse l'occasion à tout le monde de répondre. C'est bien, on a beaucoup de réponses. Il y a plus de 70 personnes, c'est super. C'est le moment de toute manière de se tromper. Hein. Pour ne pas se tromper le jour J, c'est maintenant qu'il faut s'entraîner. Personne ne voit vos réponses. Moi-même, je ne sais pas qui a coché quoi, enfin qui a dit quoi. Donc allez-y. Merci pour les petits messages, c'est sympa. Ok. Ok, parfait. Donc là, je vais de nouveau partager mon écran et on va corriger le premier ECG ensemble. Donc, hop, c'est parti à partir de la diapositive actuelle. Donc, vous aviez cet ECG-là à interpréter et roulement de tambour, la réponse attendue, c'était fibrillation atriale. Donc, bravo à ceux qui l'ont eu. Ceux qui ne l'ont pas eu, c'est pas grave. C'est le moment de se tromper. Donc, pourquoi c'était une fibrillation atriale? C'est important de comprendre pour ne pas refaire l'erreur. J'ai vu que certaines personnes avaient mis TV, d'autres personnes ont mis flotteur, d'autres personnes ont mis BAV1. Donc, on va essayer de reprendre un petit peu les réponses pour que tout le monde comprenne bien. Pourquoi c'est une fibrillation atriale? Tout d'abord, vous ne voyez pas d'onde P. Voilà, donc il ne faut pas confondre les petites vaguelettes, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ces petites trémulations de la ligne de base, il faut surtout ne pas les confondre avec des ondes P, d'accord? C'est vraiment, c'est pas quelque chose de joli comme l'onde P classique où vraiment vous avez une onde positive qui est monophasique. Voilà, c'est vraiment des petites vagues. Faut prendre l'habitude de voir plein de CG quand vous allez en stage et vous verrez que ça va rentrer tout seul, d'accord? Donc là, vous n'aviez pas d'onde P. Vous aviez une fréquence cardiaque qui était irrégulière. Vous voyez qu'entre chaque QRS, parfois vous avez 2 carreaux et demi, parfois 3 carreaux et demi, parfois même 4 carreaux. Donc c'est complètement irrégulier. Et vous avez des QRS fins, d'accord? Donc ces arguments-là, trémulation de la ligne de base avec absence d'onde P, QRS fin et fréquence cardiaque irrégulière, ça, vous pouvez conclure à de la fibrillation atriale. Pourquoi c'était pas du flotteur? Parce que vous ne voyez pas les dents de scie, les grandes ondes F, les toits d'usine, c'est beaucoup plus grand que ça. Ça fait de belles vagues avec vraiment une déflexion comme des dents de scie. Vraiment, c'est pareil que des dents de scie. Ça ne pouvait pas être du flotteur, d'autant plus que vous avez une activité atriale ici. Donc, il ne faut pas regarder les QRS, mais bien les petites vaguelettes, qui est complètement irrégulière. Alors que le flotteur, on en a parlé, les dents de scie, elles sont régulières. D'accord? Et ça ne pouvait pas être de la TV non plus, parce que la TV, c'est une tachycardie régulière à QRS large, donc au moins supérieure à 120 millisecondes. Là, vous avez des QRS qui sont trop fins, ça ne peut pas être de la tachycardie ventriculaire. Enfin, pour ceux qui ont mis BAV1, on ne peut pas parler de BAV1 ici parce que vous n'avez pas d'onde P. Donc, qui dit pas d'onde P dit pas d'espace PR, donc pas possible de parler d'allongement de l'espace PR quand vous n'avez pas d'onde P. D'accord? Hop, on va passer tout de suite à l'ECG numéro 2. J'enlève le partage d'écran. Tac. ECG numéro 2. Allez-y. Vous pouvez voter. Donc là, pareil, c'est une réponse ouverte. On vous demande quel est votre diagnostic. Ok.
Ok. Je vois pas mal de réponses. Vous avez encore du temps, hein. Prenez le temps d'analyser pour ne pas faire de bêtises. Vous avez encore un peu plus d'une minute. Super, je vois des réponses qui sont très très bien. Super. Ok. Là, j'ai déjà eu un peu plus de 90 réponses. Tout à l'heure, on avait un peu plus de 100. Continuez à bien répondre. Comme je vous ai dit, moi, je vois pas qui répond et personne ne voit vos réponses. Donc, c'est le moment de s'entraîner. Comme ça, le jour J, vous êtes les pros de l'ECG et vous ne faites plus aucune erreur. Ça, c'est des points faciles, hein. Une fois que vous avez l'ECG dans l'œil, c'est des points de gagné. Alors peut-être qu'un live ne suffira pas, hein. Si ça vous plaît, on en réorganisera d'autres. Ok, on est à la fin de ce deuxième ECG. Tac, tac, tac. Je repartage mon écran pour faire la correction. On y va. Tac. Alors, vous aviez cette ECG-là à interpréter et la réponse attendue, c'était tachycardie ventriculaire. Donc, il y en avait certains d'entre vous qui avaient la bonne réponse. Donc là, vous êtes face à une tachycardie. On est d'accord que là, les QRS sont très rapprochés, hein. Vous avez une vraie tachycardie. Vous avez des QRS larges. Donc, on se rappelle, toute tachycardie régulière à QRS large est une TV jusqu'à preuve du contraire. OK? Donc là, vous aviez une jolie tachycardie ventriculaire. Pourquoi ce n'était pas une fibrillation ventriculaire? Il y a beaucoup de personnes qui ont mis aussi fibrillation ventriculaire. Ben, tout simplement parce que vous voyez que c'est très beau, c'est très régulier, hein. Regardez AVR, par exemple, que vous voyez très bien sur la diaporama. Vous voyez que c'est bien régulier et c'est très monomorphe, c'est-à-dire que tous les QRS, globalement, ils se ressemblent beaucoup. C'est pas anarchique, c'est pas désorganisé comme la fibrillation ventriculaire. Et vous aviez deux autres indices. C'est le complexe de fusion que vous voyez ici entouré en vert. Donc, je vous rappelle, le complexe de fusion, c'est la fusion du QRS du patient lorsqu'il est en tachycardie ventriculaire avec son QRS de base. Donc, c'est un QRS qui, en toute logique, ne ressemble pas aux autres QRS en TV et ne ressemble pas non plus au QRS de base du patient puisque c'est un mélange des deux. Et ça, c'est très, très, très en faveur d'une tachycardie ventriculaire. Et j'ai vu qu'il y avait certaines personnes qui l'ont repéré. C'est très, très bien. Ensuite, vous aviez la concordance négative, donc c'est-à-dire tous les QRS qui étaient négatifs dans les dérivations précordiales, donc de V1 à V6. Et donc ça, pareil, très en faveur de la tachycardie ventriculaire. Enfin, dernière chose, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit bloc de branche droit avec des oreilles de lapin. Alors là, le problème, c'est que vous n'êtes pas du tout avec un rythme sinusal, vous êtes avec un patient qui est en tachycardie ventriculaire avec des QRS larges, donc on ne peut pas parler de bloc de branche droit puisque vous êtes en arythmie en fait, hein. Vous avez une tachycardie ventriculaire, il faudrait avoir un rythme sinusal pour parler ensuite de bloc de branche droit. Là, vous n'avez pas du tout de retard de conduction, enfin si vous avez un retard de conduction au niveau du QRS qui est large, tout simplement parce qu'il y a un foyer qui ne vient pas en fait de la conduction, des voies de conduction classiques, hein, c'est-à-dire du nœud atrioventriculaire, faisceau de His, réseau de Purkinje, mais qui vient probablement d'un autre endroit. Et donc forcément, s'il vient du fin fond du ventricule droit, il va être large parce qu'il va mettre du temps à aller dépolariser le ventricule gauche.
Donc voilà, là, c'était vraiment l'ECG typique de tachycardie ventriculaire qu'il faut retenir. On va passer à l'ECG numéro 3. Je vais enlever le partage d'écran. Allez-y, vous pouvez répondre à l'ECG numéro 3. Donc regardez, encore une réponse ouverte. Vous avez 1 minute 30 pour me donner le diagnostic. Ok, si je vois des choses qui sont pas mal. Là, j'ai beaucoup de réponses. Je vais essayer de tout regarder. Ok. Ok, parfait. Donc là, ça vient de terminer. Je fais de nouveau le partage d'écran, tititi, et on va corriger ensemble. Partager tout l'écran, clac, clac, clac. Alors. Donc là, vous aviez le CG numéro 3. C'était celui-ci, c'était celui-là qu'il fallait analyser. Et le diagnostic attendu, c'était BAV3. Donc, il y en a plusieurs d'entre vous qui l'ont eu. Donc, certains n'ont eu que la bradycardie. Et c'est déjà très, très bien de voir la bradycardie. Donc là, si vous prenez un complexe QRS, par exemple celui en D2, hein, en vert, vous avez 9 carreaux qui séparent deux QRS. Donc, vous avez une fréquence cardiaque autour de 30-35. Hein, d'accord. Il faut faire 300 divisé par 9. Donc, ça fait une cadence à peu près à 30 battements par minute. D'accord. Et donc, il n'y a pas beaucoup de diagnostics avec une bradycardie à 30 battements par minute. Néanmoins, il faut quand même l'établir. Et là, vous voyez que vous avez une dissociation atrioventriculaire. Vous avez un intervalle RR, donc les QRS qui sont très réguliers entre eux, et un intervalle PP très régulier également. Donc ça veut bien dire que les ondes P, donc l'activité atriale, hein, les ondes P, c'est la contraction des oreillettes, fait son travail de son côté. Et les ventricules qui sont réguliers font aussi leur travail de leur côté. Ce ne sont pas les ondes P qui entraînent les QRS. Les ondes P, elles ne sont pas conduites par le nœud atrioventriculaire, puisque vous avez un bloc atrioventriculaire qui ne conduit absolument aucune onde P. D'accord? Il y a eu plusieurs personnes qui m'ont dit BAV 2 pour 1. Regardez bien les flèches rouges. Déjà, vous n'avez pas toujours une seule onde P non conduite. Hein. Si vous voyez par exemple ici, celle-ci ne le serait pas, celle-ci ne le serait pas non plus. Donc, c'est pas possible que ce soit du BAV 2 pour 1. Certains m'ont dit BAV 1, c'est pas possible non plus. Si on n'avait que ce complexe-là, on dirait éventuellement oui, d'accord. Mais là, par exemple, vous voyez bien qu'il y a une onde P qui est bloquée. Donc, on est déjà dans du BAV de plus haut degré que du BAV1, d'accord. Et donc, ensuite, pour le BAV2, MOBIX2, c'était pas possible non plus parce qu'il y a cette dissociation atrioventriculaire. Les ondes P ici ne sont pas conduites, d'accord. Vous voyez que celle-ci, elle est trop proche. Celle-ci, éventuellement, pourrait l'être, mais en fait, quand vous regardez toutes les ondes P qui sont bien à intervalles de temps réguliers, vous vous dites bien que le nœud atrioventriculaire ne fonctionne pas et il n'y a absolument aucune onde P qui est conduite. Il n'y a aucune onde P qui entraîne un QRS. D'accord? Donc ça, c'est important de le retenir. On va tout de suite passer à l'ECG suivant. Hop. Donc, on va arrêter le partage d'écran et
On va passer à l'avant-dernier ECG, je crois. Hop. Ah non, avant-avant-dernier. Donc là, c'est un QCM. Vous avez 1 minute 30 pareil pour répondre. Donc c'est le CG numéro 4. Ok. Donc là, moi, j'ai un petit peu les statistiques de vos réponses. Ok, il vous reste encore un petit peu de temps et on va passer à la correction. Super. Donc là, c'est terminé. J'ai des très bons statistiques. Je vais partager mon écran. Hop, partage d'écran. Et on passe à la diaporama suivante. Donc ça, c'était le CG que vous aviez à interpréter. Et ça, c'était la réponse attendue. Et oui. Alors, c'est peut-être un peu méchant de ma part de mettre un ECG normal. Donc là, vous aviez vraiment un ECG normal et je pense qu'il est très important de vous mettre un ECG normal dans l'œil parce qu'on a tellement l'habitude de traiter de la pathologie qu'on en oublie presque ce qu'est un ECG normal. D'accord? Donc là, vous aviez bien un rythme sinusal avec une onde P avant chaque QRS, un QRS après chaque onde P, une onde P positive en D2 et dans toutes les dérivations inférieures d'ailleurs. D'ailleurs, c'est D2, D3, AVF, les dérivations inférieures, d'accord. Ensuite, vous aviez également un axe normal. Donc ça, fallait regarder, comme je vous l'ai dit précédemment, D1 et AVF. Et vous aviez un QRS qui était positif dans ces deux dérivations. Donc quand le QRS il est positif en D1 et positif en AVF, c'est un axe normal. Ensuite, vous n'aviez pas deux blocs de branches parce que vous aviez des QRS qui sont fins. Et je rappelle qu'on parle de bloc de branche quand le QRS il fait plus de 120 millisecondes, qui fait au moins 3 carreaux. Et enfin, vous n'aviez pas de BAV1 non plus parce que vous aviez un PR qui est mesuré à 160 millisecondes. D'accord? Vous calculez les petits carreaux et vous étiez à 160. Donc pas de BAV1 parce que le BAV1 c'est un PR supérieur à 200. On passe à l'avant-dernier ECG. Tac, tac, tac. On y va. Tchouk. Partage d'écran. Mince, ça c'est... justement, je veux arrêter le partage d'écran. Parfait. Allez, c'est parti. Vous allez pouvoir répondre à l'ECG numéro 5. Pareil, sous format QCM. Quel est votre diagnostic? Il vous reste encore un petit peu de temps pour répondre.
Je vois que Nicolas a déjà pas mal répondu sur le chat. Surtout, oui, mettez bien en question-réponse. C'est vrai que j'ai dit chat au début, mais dans les questions-réponses, il y a déjà beaucoup de réponses qui ont été apportées par Nicolas. C'est super. Top, top. Ok. Alors, le CG numéro 5, c'est terminé. Hop, je partage mon écran et on fait tout de suite la correction de cette ECG-là, qui est pas facile. Pas facile, mais très typique. Donc ça, c'était le diaporama, enfin le CG que vous deviez analyser. Et donc, la réponse attendue, c'était le flotteur. Le flotteur, pourquoi? Parce que déjà, vous avez l'aspect typique, les ondes F, les dents de scie, les toits d'usine. Vous voyez ce qui a été encadré en vert, ces grandes ondes-là entre les QRS, ça s'appelle des toits d'usine. Ils sont vraiment typiques. Et là, vous avez un flotteur avec 4 ondes F, un QRS, 4 ondes F, un QRS, un 4 ondes F, 1 QRS. Ça, c'est de la conduction classique, d'accord? C'est ce que j'ai essayé d'expliquer quand on parlait du flotteur. Si jamais vous aviez eu, par exemple, 3 ondes F, 1 QRS, 2 ondes F, 1 QRS, 4 ondes F, 1 QRS, ça, c'est de la conduction variable. Là, vous êtes sur de la conduction classique, 4 ondes F, 1 QRS, 4 ondes F, 1 QRS. Vous voyez que l'activité atriale, donc les dents de scie, les ondes F, elles sont régulières, donc ça ne peut pas être de la FA. Vous avez en plus l'aspect typique en toit d'usine. Vous avez des QRS fins, donc en faveur de quelque chose qui vient des oreillettes, puisque tout ce qui vient des ventricules aura plutôt tendance à donner des QRS larges. Donc là, vous avez QRS fins, des toits d'usine et un aspect avec une activité atriale qui est régulière. C'est un flotteur. On passe tout de suite au dernier ECG. J'enlève mon petit partage d'écran. Tac, tac, tac. Si j'y arrive. Hop. Et c'est parti. Le dernier ECG. Allez, finissez en beauté, s'il vous plaît. Donnez-moi le diagnostic de cet ECG. Je rappelle pour les questions, plutôt dans la partie questions-réponses, vous avez le chat et vous avez la partie questions-réponses. Quand vous appuyez sur les 3 petits points, tout en haut, c'est le chat et après, vous avez la partie questions-réponses. Mettez vos questions ici, comme ça Nicolas peut y répondre pendant que moi, je continue le WooClap. Alors, j'ai pas mal de réponses sympas. C'est super. C'est super. Et je vais allumer la lumière. Mais vous allez devenir les pros de l'ECG, là. Hein. Je vois des super réponses, c'est très bien. Super. Pour ceux qui laissent des petits messages, c'est super, c'est très très gentil. Et vous pouvez me tutoyer, sinon je prends un peu de l'âge. Hein. Ok. Alors, je partage mon écran, on fait la correction du dernier ECG. Paf. C'est parti. Alors, ça, c'était le dernier ECG que vous aviez analysé. Vous aviez un petit peu plus de temps. J'avais laissé 2 minutes parce qu'il est un petit peu plus compliqué à analyser, nécessite un petit peu plus de réflexion. Et la réponse attendue, c'était un BAV2 pour 1. Alors, le BAV2 pour 1, je vous rappelle, c'est une onde P sur 2 qui est conduite. Donc, si vous suivez les petits ronds rouges et les petits ronds verts, vous avez le rond rouge, l'onde P qui est bloquée, qui n'est pas conduite parce qu'elle n'est pas suivie d'un QRS.
Puis l'onde P en vert suivie d'un QRS. L'onde P en rouge, pas suivie d'un QRS, vert, rouge. Et vous voyez qu'une fois sur deux, vous avez une onde P qui n'est pas conduite. Ça, c'est du 2 pour 1. 2 ondes P pour 1 QRS. OK? Je rappelle que ce BAV 2 pour 1, il n'est pas classable en Mobitz 1 ou en Mobitz 2. Ça peut très bien être l'un, ça peut très bien être l'autre. Le Mobitz 1, donc je le rappelle, c'est l'allongement progressif du PR qui n'est pas visible. Le Mobitz 2, c'est quand c'est bloqué de manière inopinée. Et là, en fait, vous ne pouvez pas faire la différence, mais surtout, vous n'avez pas de dissociation atrioventriculaire, c'est-à-dire qu'il y a encore une conduction atrioventriculaire qui est préservée une fois sur deux. Une fois sur deux, la conduction, elle est normale. Voilà, donc je vous remercie beaucoup de votre attention. C'était une première pour Hippocampus de faire un live ECG. Si cela vous a plu, on en réorganisera d'autres sur d'autres sujets, notamment pour ma part en cardiologie, on peut vous organiser des ECG sur les principales pathologies cardiovasculaires, l'embolie pulmonaire, l'infarctus, la péricardite, plein d'ECG typiques, hein, si cela vous plaît. On peut tout à fait faire ça, c'est faisable. On peut même essayer de voir avec d'autres rédacteurs s'ils sont motivés pour en faire dans d'autres matières. Voilà, n'hésitez pas à nous faire des retours. Je vous rappelle que la boîte mail est ouverte si jamais vous avez des questions qui viennent après le live. Vous avez également la possibilité de revoir en replay ce live ECG. Oui, pour 300 personnes, c'est vrai que c'est compliqué, mais c'est pour ça qu'on a fait l'enregistrement pour que vous puissiez y avoir accès par la suite. Avant les EDN pour les ECG, ouais, pas de souci. Si jamais ça vous intéresse, je pense que tout le monde sera motivé pour faire tout ça. Je vois que sur les questions-réponses, ça a très bien marché aussi. Vous avez pu avoir des réponses à vos questions. Il y a 2-3 petites questions qu'on a eues sur les réseaux sociaux qu'on n'a pas pu aborder pour la présentation. Quelqu'un nous a posé la question sur le bloc sino-atrial, les blocs sino-atriaux. C'est vrai qu'on était assez limité dans le temps, donc on n'a pas pu aborder les BSA. On vous fera une diapo avec Nicolas qu'on publiera sur Instagram ou sur Facebook sur le BSA de type 1, type 2 et type 3 pour que vous puissiez vous y retrouver et essayer de comprendre un petit peu le bloc sino-atrial de manière générale. Ça, on ne pouvait pas mettre dans le diapo, ça prendrait trop de temps à expliquer, donc on vous fera plutôt une petite image sympa qu'on mettra sur les réseaux. On avait une autre question sur la myocardite et les signes ECG de la myocardite. Donc ça, on pourra le mettre sur le diapo qui traite des pathologies cardiovasculaires, si ça vous intéresse. Sinon, il faut retenir que globalement, les signes ECG de la myocardite, ils sont pas spécifiques. Vous pouvez avoir le SUS-ST, même avoir, en fait, ça peut mimer un infarctus. Hein, c'est d'ailleurs un des diagnostics différentiels, c'est la myocardite, avec des sus-décalages du segment ST qui peuvent être systématisés, parfois avec un miroir. Vous avez également les troubles de repolarisation à type d'onde T négative. Voilà, vous avez aussi les troubles du rythme, des ESV, des TV, hein, notamment dans les myocardites, même entre guillemets installés avec des foyers de fibrose hein, qui peuvent déclencher donc des arythmies ventriculaires. Voilà, mais globalement, des anomalies très peu spécifiques. Vous allez avoir aussi les anomalies de la péricardite quand vous avez une myopéricardite, donc avec, voilà, pareil, les ondes T négatives, le sous-décalage du PQ, voire le microvoltage quand vous avez un épanchement abondant. Voilà, globalement, mais ça, on pourra l'aborder sur un autre sujet. Et enfin, dernière question qui nous avait été posée, il y en a 2 autres, pardon. Il y a concernant le Superwolf. Alors, il y a quelqu'un qui s'est vraiment chauffé sur le Superwolf. Mais bon, voilà, on répond à tout le monde, donc il n'y a pas de souci. Sachez que si jamais vous ne savez pas ce que c'est le Superwolf, c'est hors programme, donc soyez rassurés, pas de drama, c'est pas grave. Donc déjà, juste rapidement, ce qu'est le Wolff-Parkinson-White, donc c'est de la préexcitation, c'est-à-dire qu'il existe une voie accessoire de conduction. Donc je vous ai expliqué, la voie classique, c'est nœud sinusal, nœud atrioventriculaire, faisceau de His et réseau de Purkinje. Eh ben, certaines personnes ont une autre voie, une voie accessoire, on appelle ça une voie accessoire, et parfois la conduction va passer par cette voie. Tout simplement. Et dans le cadre du Superwolf, par exemple, c'est quelqu'un qui va se mettre en fibrillation atriale et en fait, ça va conduire par la voie accessoire.
Il faut savoir que le nœud atrioventriculaire, il a un pouvoir de filtre. Et donc, si jamais vous avez, je ne sais pas moi, une activité atriale à 250, eh ben, le nœud atrioventriculaire, pour éviter de transmettre une fréquence cardiaque à 250 au ventricule, vous imaginez que des ventricules à 250, c'est pas très bien toléré, eh ben, il filtre et il va avoir ce qu'on appelle une propriété décrémentielle. Il va réduire la fréquence cardiaque. Mais la voie accessoire, elle n'a pas cette propriété-là. Elle n'est pas capable de réduire la fréquence cardiaque. Et quand le patient se met en FA rapide et que ça conduit par la voie accessoire, et ben cette même fréquence cardiaque est transmise au ventricule. Et donc, c'est très mal toléré, souvent quand c'est rapide, du moins. Après, quand c'est pas très rapide, ça peut le faire. Et donc, la question était combien de temps dure un Wolff-Parkinson-White? Et ben, tout simplement, ça dépend de la durée de la fibrillation atriale. Globalement, ça dépendra également aussi de la tolérance du patient. Si jamais le patient ne tolère pas du tout la fréquence cardiaque élevée, il risque de syncoper. Le traitement, ce sera la cardioversion électrique, le choc électrique. Donc voilà, le temps du Wolff-Parkinson sera en fait le temps de tolérance du patient ou alors le temps de la fibrillation atriale. Dernière question que j'ai vue, mais je crois que peut-être Nicolas a répondu dans les feedbacks, mais on avait eu sur la question sur les réseaux sociaux, sur les hémiblocs. Pareil, on n'a pas le temps de tout aborder, mais globalement, les hémiblocs, vous savez que la branche, donc le faisceau de His, il y a une branche droite et une branche gauche. Et la branche gauche, elle a une branche antérieure et postérieure. C'est sa petite particularité. Elle est divisée en deux. Quand vous avez un bloc qui se situe au niveau de la branche antérieure de la branche gauche, on parle d'hémibloc antérieur gauche. Quand vous avez un bloc au niveau de la branche postérieure de la branche gauche, on parle d'hémibloc postérieur gauche. Sur le CG, vous avez tout simplement des QRS qui sont inférieurs à 120 millisecondes, sinon vous êtes sur un bloc gauche complet, donc on ne parle plus d'hémibloc. Je parle pour le bloc gauche, donc bloc de branche hémibloc, pardon, donc vous avez un QRS inférieur à 120 millisecondes et vous allez avoir soit une déviation axiale gauche dans le cadre de l'hémibloc antérieur gauche, soit une déviation axiale droite dans l'hémibloc postérieur gauche. Donc globalement, vous retenez QRS inférieur à 120 millisecondes et soit déviation axiale gauche, soit déviation axiale droite. Voilà. Et je pense qu'on a répondu à toutes les questions sur les réseaux sociaux et sur le question-réponse. Voilà, donc c'est la fin de ce live. On en aura d'autres parce que visiblement ça vous a plu. N'hésitez pas à faire de retour, n'hésitez pas si jamais vous avez des questions sur la boîte mail. Et je vous souhaite une excellente soirée. Et voilà, n'hésitez pas à revenir, n'hésitez pas à vous entraîner sur les ECG pour être au top parce qu'une fois qu'on a pris l'habitude de voir les ECG pathologiques et normaux, après on se trompe plus et c'est des points faciles. Voilà. Bonne soirée tout le monde.